Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Presse Éco, qui est la tribune hebdomadaire de commentaires, de débats et de discussions autour des débats, des sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international sur notre plateau, avec nos invités qui sont des hommes des médias, des analystes, des chroniqueurs. Avec eux, donc, nous refaisons l'actualité de la semaine au plan national et international. Aujourd'hui, au plan national, nous allons évoquer 4 sujets importants. Un sujet international, bien sûr, c'est la Guinée. Mais on commence donc par cette affaire de vivre contre sexe qui s'est passée donc à Kongoussi. On a vu la sortie, le communiqué donc du procureur près du TGI de Kongoussi. Nous allons donc évoquer ce sujet-là. Et puis, second sujet, on parlera de la hausse des prix de consommation, des prix de grande consommation, des produits de grande consommation. On a remarqué que donc il y a une flambée au niveau, en tout cas, de ces produits, que ce soit l'huile, le riz, etc. Nous allons, avec mes chroniqueurs, en débattre. Et puis, troisième sujet, on parlera donc de la rentrée gouvernementale qui a eu lieu ces jours-ci. Nous revenons donc sur les grands points de cette rentrée-là. Et puis, on termine avec la Guinée Conakry, bien sûr, avec cette chute de Alpha Condé, un coup d'État donc perpétré par le colonel Doumbouya. Donc on va revenir sur ce sujet-là. On sait que la CEDEAO et l'UA ont déjà, on va dire, pris des décisions assez dures à l'encontre de la Guinée. Avec mes invités, donc, nous allons revenir sur ces différents points-là. J'ai autour de ce plateau-là, autour de cette table, mes invités, je commence par la droite, avec Fossin Évariste Concebo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis, à ma gauche, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est donc avocat inscrit au barreau, il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être là. Et puis, juste à la gauche, le Maître Lagui Ebama, journaliste d'investigation. Merci Lagui d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Mamadou Ali Compaoré, donc il est journaliste enseignant à l'ISTIC, qui nous fait un retour. Merci Ali de revenir sur ce plateau. On va donc commencer avec le premier sujet, qui est une affaire quand même, on dirait un peu sulfureuse, une affaire, un article paru en août dernier, autour du 11 août, par Minute.bf, un confrère qui a publié un article, une enquête sur les sites des personnes déplacées à Kongoussi, où il ressort un ensemble de problèmes, donc une question de vivre contre le sexe, simplement pour dire que des personnes, des agents ou en tout cas des humanitaires échangeraient contre les vivres aux personnes déplacées, surtout aux femmes, en tout cas des services sexuels. Alors, on a vu que le procureur a donc publié un communiqué dans lequel il précise qu'une audience est prévue pour ce 15 septembre. 2 personnes ayant donné donc témoin dans l'interview ont été donc tout simplement enquêtées et qui ont avoué avoir menti. Alors, Lagui Bama, ce problème d'abord sur le fond de la moralité. C'est une affaire qui a choqué tout le monde en son temps. Effectivement, quand cet article est paru, je me souviens que quand moi j'ai vu l'article, je me suis demandé, mais finalement, dans quel monde on est au Burkina? Où est passée notre intégrité? Bon, du reste, moi je me faisais plus d'illusions sur cette intégrité depuis un bon moment, mais je ne m'étais pas, en tout cas, douté encore qu'on était atteint tel niveau de dépérissement de nos valeurs que des gens qui sont mandatés pour aller secourir des gens qui sont en détresse, monnaient avec du sexe ces vivres-là qu'on leur a remis juste, c'est même pas pour eux, on leur a juste envoyé d'aller remettre à des gens qui conditionnent la remise à du sexe. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, vraiment, c'est plus faux, vraiment désespéré pour ce pays. Alors, mais là, jusqu'à ce que, je vois ce communiqué du procureur qui, au tout début, avait commencé à me donner des lieux d'espoir. Il a commencé à croire que, bon, peut-être que, on s'était trompé. Mais à la fin de la lecture de ce communiqué, je me suis mis à me poser des questions. Parce que ce communiqué aussi pose pas mal de problèmes. Je me demande comment c'est possible. Comment des pères de famille, des mères de famille, des gens qui ont déjà tous ces problèmes-là, qui sont dans des situations aussi terribles, peuvent se permettre comme ça d'aller voir un journaliste pour mentir sans raison valable. On se lève comme ça, aller mentir à un journaliste qu'on a été approché par des gens pour des accusations aussi graves. Je ne sais pas quel intérêt ils ont à le faire. Si bien que je me demande si cette enquête-là
elle a été vraiment une enquête. C'est des questions que je me pose, je n'en sais rien du tout. Est-ce que cette enquête a été une enquête vraiment indépendante, une enquête libre? Est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions sur ces gens-là? C'est des questions qu'on peut se poser légitimement. Bon, si bien qu'en définitive, je me dis, bon, attendons ce procès. Peut-être qu'il va nous édifier davantage. Sinon, à ce stade-là, franchement... Justement, un procès de qui contre qui, finalement? Parce que le procureur semble s'être auto-saisi de cette affaire et a donc mis en œuvre une... Non, il dit que les gens qui ont fait les faux témoignages, il parle de dénonciations calomnieuses, qui sont allés ce qui est assez curieux, qui sont allés se dénoncer eux-mêmes par la suite. Il ne sait pas comment c'est possible. Aller mentir, faire des accusations aussi graves et puis revenir dire que non, on a menti pour accuser des gens comme ça, ça me paraît assez. Mais comme il a dit dans le communiqué, ce sont ces gens qui sont poursuivis. Ben, on va attendre l'audience, ils vont nous expliquer pourquoi ils peuvent se lever comme ça un matin, aller mentir comme ça, et puis revenir dire que non, ils ont menti. Des mensonges aussi graves. Moi, je pense que peut-être le procès qu'on peut comprendre davantage. Est-ce que sur le plan professionnel, l'enquête menée par exemple, le procureur ne pose pas également d'autres questions? C'est sur le plan, parce que le journaliste a le droit de préserver ses sources, et c'est un droit dans la loi. Comment est-ce que les sources ont été donc découvertes par la suite? Puisque l'article souligne en dessous que les identités sont des noms, des pseudonymes qu'on a donnés aux uns aux autres. Je voulais ajouter à ce que Bama a dit. Quel intérêt les gens ont à mentir. Et puis il faut ajouter que les collègues, à la fin de leur article, ils ont dit que les noms, ce sont des noms d'emprunt. Donc pour cacher l'identité de ceux qui ont fait ces aveux. Maintenant, la grande question, le journaliste dans la déontologie est tenu de protéger ses sources. Et je crois même la loi fait obligation, la loi ne fait pas obligation aux journalistes de divulguer ses sources, sauf s'il y a une atteinte à la sûreté de l'État ou quelque chose. Bon, dans ce cas, pareil, et ça ne me semble pas être le cas. Maintenant, je voudrais bien savoir comment est-ce que les enquêteurs ont pu faire auprès de nos confrères de Minute.bf pour avoir l'identité de ces personnes-là. Si l'identité de ces personnes-là a été retrouvée grâce à une pression sur ses confrères, c'est quand même regrettable. Si ce sont ses confrères qui ont donné l'identité de ces personnes, c'est une faute professionnelle assez grave. Dans ce cas, il faut que Laïgi Bama, qui est un journaliste d'investigation, se penche sur la question pour qu'on sache comment la justice a pu avoir l'identité de ces personnes-là. Si ce sont nos confrères qui ont divulgué, ou bien une pression sur ses confrères, ou bien une pression ailleurs pour avoir l'identité de ces personnes-là. Je crois quand même que c'est encore une affaire floue. Il faut encore creuser davantage pour être un peu plus professionnel, il nous donne plus d'informations. L'article 65 donc, du Code portant statut juridique, la presse écrite dit « Le journaliste professionnel ainsi que les personnes définies à l'article 64 ci-dessus ne peuvent être déliés de l'obligation de garder le secret des sources d'information que par décision judiciaire. » C'est ce que la loi dit. Donc peut-être probablement, les confrères ont été entendus et que la justice leur a extorqué des informations sur... En tout cas, on ne sait pas trop, mais l'audience est prévue pour le 15 septembre. Alors, Évariste Conservo, on continue toujours sur cette démarche de l'enquête qui a été faite. Est-ce que devant un journaliste et devant un OPJ, est-ce qu'on peut changer... Est-ce que c'est la même condition? Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on change la parole quand on est devant un OPJ de ce qu'on a dit quand on est devant un journaliste? La question, c'est de savoir quels ont été les moyens, si tel est le cas. C'est l'hypothèse où les gens se sont ravisés, quels sont les moyens qui ont été déployés pour les contraindre? C'est ça peut-être la question. Or, nous savons très bien comment fonctionne quand même, parce que l'OPJ, là, il s'agit donc d'une gendarmerie. On sait très bien que, on n'utilise pas des instruments de torture dans les gendarmeries, sauf peut-être pour des sujets... c'est vrai que le sujet est grave. Je ne dirais pas que c'est un sujet qui peut porter atteinte à la sûreté, mais quand même, ça porte atteinte à... Ça discrédite un peu les institutions, puisque la structure qui est mise en cause, c'est une structure, en fait, départementale, provinciale
le ministère de la Femme, de la Solidarité, la Famille, l'Action humanitaire. Donc, de ce point de vue, c'est sûr que du point de vue juridique, les moyens existent pour amener les journalistes à divulguer les sources. Moi, ça, je me suis dit, maintenant la décision, ça, il faut peut-être investiguer pour savoir la nature de la décision qui a amené que la justice a utilisé pour contraindre les journalistes donc à lever le secret de sa source. Mais maintenant, c'est vrai que c'est quand même assez, moi je trouve, je donne quand même, moi j'apporte quand même foi au communiqué, parce que dès que cette affaire a éclaté, il nous souviendra que donc la ministre en question, chargée donc de ce département, avait eu l'intention de saisir la justice, mais fort heureusement, le procureur s'était déjà saisi. Ça veut dire que l'affaire était grave, qu'on ne pouvait pas garder un silence. Maintenant, le procureur s'est auto-saisi. Comme Bama l'a dit, certainement il y aura une audience. Et on verra donc au cours de l'audience les arguments des uns et des autres. Mais dans tout ça, quand on regarde un peu, est-ce qu'il n'était pas possible, par exemple, qu'on fasse une enquête plus élargie? Parce qu'on regarde que c'est un peu dans l'article, dans l'article du journaliste qu'on s'est limité aux personnes interviewées par les journalistes. Pourquoi on n'aurait pas peut-être pu faire une enquête plus approfondie, plus élargie, pour voir si effectivement ce phénomène existe? Là, quand on regarde, c'est comme c'est l'article incriminé qui fait l'objet de l'enquête, mais non pas le sujet lui-même, le phénomène lui-même de commerce sexuel. Mais ils disent que l'enquête a été orientée vers des ONG. Et c'est à ce niveau que, je lis le communiqué, hein, il y a des acteurs, en fait, au niveau de certaines ONG qui auraient posé des actes, des actes, en fait, contraires à la déontologie. Donc, forcément qu'ils ont dû investiguer au-delà, donc, des structures, en fait, du ministère en question. Attends, moi je voulais ajouter quelque chose par rapport aux aides données par les ONG aux personnes en détresse, tout ça. Il y a toujours des micmacs autour de cette affaire. Ce n'est pas seulement au Burkina Faso, ce n'est pas pour dédouaner notre pays, mais ce n'est pas seulement au Burkina Faso où les gens profitent de la faiblesse des populations pour essayer de soutirer. Certains, c'est des détournements des vivres, c'est des pratiques assez fréquentes. Donc, mais c'est pour cela que le procureur de Kongoussi doit aller au-delà de ce épiphénomène donné par nos confrères de Minute.bf, c'est ça, pour aller beaucoup plus large, pour investiguer beaucoup plus large, pour qu'on comprenne réellement qu'est-ce qu'on fait des vivres donnés aux personnes déplacées. Il faut faire une enquête réelle, il ne faut pas s'arrêter, une enquête large, il ne faut pas s'arrêter seulement à cette affaire qui peut cacher une affaire beaucoup plus grave. Maître, votre analyse sur cette question, est-ce que la justice est allée à bras raccourcis ou est-ce que la justice, selon vous, a suivi, tel qu'on a lu ici l'article qui dit qu'il faut une décision judiciaire pour que le journaliste soit délié de son droit de préserver sa source? Quand bien même on ne sait pas comment les choses se sont menées. C'est ici que j'apprends cette nouvelle. Hein. D'accord. Sinon, je n'étais pas du tout informé. D'accord. Ça fait que... Mais tel que j'entends les uns et les autres parler, c'est comme si c'est les journalistes qui avaient dénoncé leurs sources. C'est comme si c'était les journalistes. Ce sont des questionnements. Ce sont des questionnements. Tel que j'entends les uns et les autres parler, c'est comme si c'était les journalistes qui avaient été contraints de révéler leurs sources. Alors que dans l'état actuel des choses, on ne sait pas. Voilà. Les simples enquêtes peuvent révéler les sources de l'affaire, sans que ce soit les journalistes. Les journalistes peuvent avoir le mérite d'ébruiter la chose. Et cela dit maintenant, on peut engager des enquêtes qui peuvent aboutir aux sources sans qu'on ait contraint les journalistes à révéler leurs sources. Parce que le milieu est assez délimité, on sait où ça se passe. Et vous savez que, par exemple, dans ces milieux-là, ce n'est pas des gens qui sont professionnels du secret. Ouais. Quand vous avez affaire à des avocats, vous avez le secret professionnel. Voilà. Ces gens-là ne sont pas des professionnels du secret. Et c'est des milieux où on parle beaucoup. Alors donc, ça fait que très très vite, on peut savoir qui a fait ceci, qui a fait quoi et qui a fait ceci. Donc, ce n'est pas nécessairement les journalistes qui ont eux-mêmes révélé leurs sources. Et si c'était les journalistes qui révélaient leurs sources, ça veut dire qu'ils n'ont pas la qualité de journaliste. Ils ne les méritent pas. Vous savez que beaucoup de gens ici sont des gratte-papiers qui, comme on dit, la survêtent, n'est-ce pas, du statut de journaliste, alors qu'ils n'en ont pas les compétences ni la formation. Sinon, un bon journaliste sait dans quelles conditions il peut révéler ses sources ou il peut ne pas révéler ses sources.
Donc, voilà ce que je peux dire. À supposer aussi qu'on aurait peut-être demandé au journaliste, parce que dans l'enquête, le journaliste a été aussi enquêté, donc il a été aussi interrogé. Non, même s'il l'interroge. Supposer qu'on lui aurait demandé de donner ces mais choses. Non, il peut, n'est-ce pas, faire prévaloir la disposition qui dit qu'il n'est pas obligé de révéler ses sources, sauf dans certaines conditions. D'accord. Voilà. Donc, je voulais préciser que moi, comme je l'ai dit au départ, quand j'ai lu le communiqué du procureur, ça m'a tellement choqué que je ne me suis pas limité à ce communiqué. J'ai cherché à comprendre un peu, j'ai quand même essayé de contacter certaines personnes, que ce soit Congoussi et tout ça. Ce qui ressort, c'est que il semble que c'est l'une des sources elle-même qui se serait allée quand elle a appris qu'il y avait une enquête qui était ouverte sur l'affaire. Il a pris peur, quoi. N'a pas pris peur. Ouais. A décidé de bonne foi d'aller témoigner dans le sens de faire avancer l'enquête. Ah oui. Genre, il a appris qu'il y a une enquête sur une affaire qu'il a dénoncée dans la presse. Ouais. Il va vers les enquêteurs pour leur dire ce qu'il en sait, pour faire avancer l'enquête. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on se retrouve dans une situation où on le poursuit maintenant. On le poursuit pour dénonciation calomnieuse. Pour avoir fait aveu des mensonges. C'est ce qui fait que, bon, moi je me dis qu'il y a vraiment des zones d'ombre dans cette affaire. Il faut vraiment qu'on puisse tirer ça au clair. D'accord. Alors, maintenant, on va évoluer un peu, puisqu'on a beaucoup de questions là-dessus, mais sans réponse, parce que le communiqué est tellement circonspect. La question ici, c'est de dire, est-ce que quand on regarde l'article du journaliste, qui révèle beaucoup de choses, des gens qui ne sont pas enregistrés, des gens qui font 6 mois, qui ne reçoivent pas, ils dénoncent même des personnes qui reçoivent plus que d'autres, des injustices, etc. Tout ça, mais tout ça, c'est aussi important dans le cadre, bien sûr, de la gestion de... Oui, mais je pense qu'avec ce que Bama vient de dire, c'est assez intéressant. Peut-être que le monsieur, il a entendu qu'il y a une enquête qui est en cours et il veut apporter de l'eau au moulin des enquêteurs et du coup, on met le grappin sur lui. Bon, ça, si c'est ça, c'est pas très professionnel non plus, mais avec cette affaire, il faudra que, pour reprendre une expression qui a fait beaucoup couler de salive à l'époque, il faut ratisser large. Il faut ratisser large pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui se passe dans ces camps de réfugiés. Les moyens qu'on met à la disposition des travailleurs sociaux, les vivres qu'on apporte, les aides qu'on apporte. La gestion, la gouvernance de ces camps, de ces centres pour les déplacer, parce qu'après tout, ce sont des Burkinabés, ce sont des êtres humains. Il ne faut pas que des personnes profitent de la faiblesse de ces gens-là pour s'offrir ce qu'elles veulent. Oui, moi je trouve quand même curieux que l'initiative soit venue d'une personne mise en cause d'aller en fait se confier à la gendarmerie, d'autant plus que le ministère en fait de la femme, de la Sûreté nationale a mis à disposition en fait des populations un numéro vert, je pense, pour dénoncer. Et c'est plus facile de prendre son téléphone et d'appeler pour dénoncer que d'aller à la gendarmerie. Je ne sais pas, mais comme on le dit avec le procès peut-être. Est-ce que quand par exemple une femme, parce que dans le reportage la femme dit à la limite, si elle n'était pas au bord des larmes, c'était très émouvant de pouvoir dire un secret, parce que quand même... oui, mais quand le ministère... C'est une affaire d'intimité. On comprend, parce que c'est tout ce qui est violence basée sur le genre, quand même délicat. Mais là, le ministère quand même met en place une structure qui permet d'appeler puis de dénoncer, quitte à ce que maintenant, les vérifications se passent. Mais là, non, bon. Moi, en tout cas, je serais plus à l'aise à aller vers les structures du ministère pour donner l'information que aller. Mais alors, quand on regarde aussi le reportage tel que c'est fait, les personnes qui témoignent sont entre le marteau et l'enclume, parce que au fond, ce sont les structures du ministère qui sont un peu épinglées dans cette affaire. Comment encore ça pourrait se faire que ces personnes dénoncent auprès encore de ces structures? Moi, je ne comprends pas bien votre question. La question, c'est de dire est-ce que les personnes ne sont pas plutôt orientées vers le journaliste qui est plutôt en dehors des structures du ministère, qui est sur le terrain, et que les pratiques viennent de ces agents-là? Bon, d'abord, il faut savoir que ce que nous disons ici, là, nous débattons en tant qu'alphabétisés, instruits, etc. Au niveau des personnes déplacées, c'est vrai que le ministère peut avoir une des structures, mais les gens peuvent ne pas être informés de cela. Ceux qui sont sur place, qui sont concernés, peuvent ne pas être informés des structures qui existent pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire des recours. Ouais, même ici, nous savons, combien de gens savent que les voies de recours qui existent concernant ceci ou cela. Voilà. Donc, est-ce qu'on a mis les moyens nécessaires pour informer les gens de toutes les possibilités
de dénonciation. C'est ça. Deuxièmement, il faut savoir aussi que les fausses dénonciations existent. Parce que, comme je l'ai dit, là, dans les systèmes comme ça, vous avez nécessairement des jalousies, des concurrences qui se font, etc. Et le besoin de nuire à l'autre existe. Bon, je ne vais pas aller très très loin. Vous savez que pendant l'esclavage, n'est-ce pas, il y a des choses, des négriers qui faisaient de fausses dénonciations contre les autres, rien que pour les nuire. Parce que tout simplement, ils avaient de bons esclaves qui travaillaient, ils prospéraient. Alors, ils faisaient de fausses négociations, on attrapait leurs esclaves, on les liquidait, et puis... Il faut maîtriser le système pour en parler. Une femme peut dire à un journaliste, confier à un journaliste, oui, j'ai été obligé de me livrer sexuellement pour avoir des vies, ou qu'un homme le dise à un journaliste que ma femme a dû faire ça. Je le sais, mais je suis impuissant. Non, parce que quelqu'un pourrait le dire juste pour s'amuser. En tant qu'avocat, je peux vous dire oui, j'ai connu des cas comme ça. Dans quel intérêt ici? Écoutez, dans l'intérêt de nuire, hein, mais vous savez, par exemple, l'autostop. En droit, quand on parle de la jurisprudence de l'autostop, avant, les gens prenaient des autostops, c'était normal, on rend service. Est-ce que vous avez vu? Mais maintenant, la partie de l'autostop a été interdite par le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en ont abusé. Vous avez des femmes qui ont arrêté des gens en autostop, et puis après, maintenant, elles se déchirent leurs vêtements, elles sortent et disent que le gars a voulu abuser de lui. Est-ce que vous avez vu? Rien que pour pouvoir avoir des indemnités. Aux États-Unis, ce qu'on appelle le sexual harassment, qui est arrivé ici maintenant, on appelle ça quoi? Balance ton port. Non, harassement sexuel ou quoi là? Voilà. Harcèlement sexuel. Moi, j'y étais à l'époque où ce n'était pas encore arrivé ici. Donc, vous avez, n'est-ce pas, quand je suis parti pour enseigner à l'Université de Toronto, on m'a dit évitez tout contact avec les femmes. Parce que même une simple tape à l'épaule, la fille peut sortir et dire que harcèlement sexuel. Voilà. Tout simplement parce que soit elle voulait sortir avec vous, et vous n'avez pas été d'accord, ou bien soit vous lui avez donné une note qui ne lui plaisait pas, soit parce qu'elle veut vous nuire. Est-ce que vous avez vu? Donc ça existe. Donc cette possibilité-là existe. Il y a des gens qui peuvent carrément faire de faux témoignages comme ça, de faux montages, pour nuire à quelqu'un, ou bien pour des objectifs précis, ou pour obtenir un avantage précis. Donc tout cela, n'est-ce pas, existe, et c'est à la justice, effectivement, d'arriver à démêler tout ça. Donc tel que vous parlez, moi je n'ai pas les contours nécessaires des faits pour pouvoir me prononcer. Donc, il faut laisser... En tout cas, on se pose aussi des questions sur vraiment des propos mensongers. Quand on est déplacé, on a quitté sa localité, on est dans la misère. Je comprends bien la logique de maître, hein, je comprends sa logique, je veux bien être d'accord avec ça. Mais il aurait fallu qu'il y ait quand même un précédent. Ces gens qui font ces faux témoignages, si toutefois c'est des faux témoignages, il aurait fallu qu'il y ait des précédents qui font que, bon, ils aient besoin de faire ces faux témoignages en contrepartie ou bien dans l'espoir d'avoir quelque chose. Mais là, dans ce cas-là, un journaliste qui va en reportage, qui tombe sur des gens qui font ces aveux-là, ben, quel intérêt à nuire à ces bienfaiteurs qui leur apportent à manger, qui n'ont rien fait a priori du tout, ils n'ont pas demandé du sexe, et ils se mettent à les dénoncer comme ça, sans raison valable. Moi, enfin, comme je l'ai dit au départ, il faut qu'on attende le procès pour comprendre davantage. Mais à l'instant actuel là, les informations qu'on a ne nous autorisent pas à croire que ça puisse être... c'est invraisemblable. Et en plus, dans le communiqué, il y a une phrase qui m'a tiqué quand même, qui a retenu mon attention. Le procureur dit qu'à l'issue des enquêtes, il ressort de façon péremptoire, il le déclare, qu'il ressort que les agents de la direction provinciale de la femme là sont blancs dans l'affaire en quelque sorte. J'ai dit, mais comment déjà à ce stade-là, on est capable de l'affirmer comme ça? Il affirme dans le communiqué que non, qu'il ressort que non, les gens qui sont mis en cause dans le reportage là, ils sont blancs. Bon, je veux bien, quand on regarde on regarde bien, il y a quel procès? Il y a un procès. Si c'est une affaire, ou bien on va condamner des gens seulement pour faux témoignages. Parce que je regarde les gens, c'est ça. Justement, là où on va, c'est ça. Donc on ne va pas demander à savoir si... Oui, on va les condamner pour faux témoignages. Et puis bon... Non, ou bien il y aura un procès pour faux témoignages. Il faut que je précise une chose. Hein. Le procureur n'est pas un juge. Il est magistrat. Ouais. Donc, ce n'est pas lui qui décide. Voilà. Il est chargé de poursuites et il dit ce qu'il veut. Le procureur dit tout ce qu'il veut. Surtout quand c'est oral. Est-ce que vous avez vu? Ce n'est pas lui qui va décider. Mais il peut instruire à charge. Il doit instruire à charge et à décharge. Ouais. Mais généralement, ici, il s'instruit à charge. Voilà, donc il faut compléter la formation. D'accord. Non, je n'ai pas fini. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire en plus, c'est que j'ai compris ce que Bama dit. Mais ce que Bama dit, ça relève un peu de la naïveté.
faut pas oublier que les gens sont mesquins maintenant. Et que le système international a instauré dans l'esprit des gens l'appât du gain et de la nuisance. De telle sorte que, n'oubliez même pas que parmi les déplacés là, il y a des terroristes qui sortent de là-bas, qui profitent de ce système-là pour, comment je vais dire là, infiltrer. Donc le système est tellement mauvais maintenant que tout est possible. Sans oublier qu'au niveau de ceux qui interviennent là, c'est des ONG, il y a la concurrence entre ONG aussi. Et il peut y avoir la volonté d'une ONG de nuire à telle autre ONG. Donc, toutes les manipulations sont possibles. Mais d'accord, c'est pour ça qu'on est dans la théorie du complot avec Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux que le ministère dépose plainte pour suivre le média pour qu'on ait peut-être plus d'informations? Parce que le ministre voulait faire, mais comme le procureur s'est autosaisi, ça prime. Mais ça ne gêne rien du tout parce que la justice va se faire. Et il faut se réjouir de cela parce que quand même c'est grave cette accusation-là, ça porte quand même un discrédit sur une des institutions de notre pays et il y a des répercussions au niveau national et même international. L'affaire était tellement grave que nous tous ici devons nous en réjouir que la justice se soit saisie de cette affaire. Mais en même temps, on doit aussi se poser des questions sur comment on fait pour mieux comprendre tout ça. Parce qu'il n'y a pas que Kongoussi, il y a aussi des Kaya, il y a beaucoup de phénomènes qui sont dénoncés. Là, il y a eu un cas de dénonciation et c'est à partir de là maintenant que le système s'est mis en branle. Je pense que c'est une bonne chose. Une seconde. Je pense que c'est une... Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. Je crois que, je ne sais pas dans quelle localité, en tout cas dans la zone de Kaya, il y a même, je ne sais pas, c'est un agent municipal bien, ça fait la combien de temps là où quelqu'un s'est taillé une fortune dans ce trafic des vivres des déplacés, s'est même acheté des voitures luxueuses et tout ça, on a vu ça. Donc il ne faut pas croire que ces gens-là qui distribuent des vivres aux déplacés là sont des gens qui sont aussi blancs que ça. D'accord. Il faut faire très attention. Pour ajouter quelque chose, de toute façon on voit ça sur le marché, les vivres dont de tel pays à ne pas vendre, mais ça se trouve... Dans du Japon. Voilà, bon, je ne voulais pas dire parce qu'on pourrait me poursuivre pour... voilà. Bon, mais c'est pour dire que cette situation doit permettre à la justice burkinabé de faire une enquête vraiment globale sur tout ce qui se passe dans les camps de réfugiés et tout ce qu'on fait avec les dons qu'on apporte aux gens. Que les dons que d'autres nations, d'autres peuples apportent à notre peuple, pour ne pas que certaines personnes utilisent ces dons-là pour faire autre chose. Donc que la justice s'en saisisse, c'est une bonne action. Moi, je voulais simplement intervenir pour dire que le fait que le procureur s'est saisi du dossier n'empêche pas le ministère aussi de déposer une plainte. Voilà. Parce que le ministère peut avoir des informations complémentaires, voilà, et le ministère peut vouloir orienter les enquêtes vers une direction que le parquet n'a pas pris. D'accord. Les deux peuvent se compléter. Merci, maître. Merci. Dans tous les cas, on pourra encore revenir sur ce sujet-là avec nos appelants qui vont tout de suite certainement appeler dans la deuxième phase. Je profite pour dire que ceux qui veulent intervenir à cette émission sur un sujet précis peuvent déjà appeler pour s'inscrire sur la liste et on les rappelle dans la deuxième partie, prendre leur intervention. On continue pour parler de la hausse des prix des produits de grande consommation. Ça se dit pas, en chuchotant. C'est vu, on en parle beaucoup sur le marché, les boutiquiers en parlent, nos maires en parlent, tout le monde en parle. Il y a eu une hausse, une flambée des prix, par exemple l'huile. Je lis ici dans un reportage de Faso.net que Madi Ouedraogo, oui, c'est ce que l'article dit, boutiquier au marché des Bascuits, révèle que le bidon de 20 litres d'huile se négociait autour de 12 000 avant la flambée. Actuellement, les revendeurs le payent à 20 500 francs CFA, ce qui les oblige à suite à augmenter le prix du litre vendu au détail pour avoir des bénéfices. Par exemple, le prix du sac de riz a connu une hausse d'environ de 500 francs CFA. Alors, et récemment, on a vu le ministère de Commerce publier un document où il établissait tous les prix au niveau des régions, donc ce qui concerne le mil, etc. Alors, ben, sur quel aspect la hausse des prix ou la réglementation des prix par le ministère, je ne sais pas.
Ben c'est vrai, il faut d'abord reconnaître, je pense que le ministre a été honnête en disant qu'il faut distinguer, il y a les produits importés et les produits locaux. Au niveau des produits importés, on dit que 70% des prix concernés par la hausse sont des produits importés. Donc là-dessus, bien sûr, il y a des aspects, des facteurs externes qui peuvent expliquer que le Burkina n'ait pas tellement des leviers là-dessus. Maintenant, au niveau des produits locaux, bon, il faut distinguer, par exemple, la viande. On sait très bien que le contexte sécuritaire, l'élevage est dans ces zones, donc les éleveurs n'arrivent plus à produire autant. Donc on dit même ils disent qu'ils achetaient parfois le bœuf à 200 000, maintenant c'est à 400 000, donc forcément il y aura des impacts. Maintenant, la décision, moi ça m'a fait un peu sourire et ça m'a ramené à une époque un peu désuète, dépassée, parce qu'en pareille circonstance, un État responsable à deux variables, peut agir sur les deux variables. Soit vous agissez sur l'offre ou sur la demande. Sur l'offre, ça suppose, je ne sais pas, au temps de l'Union soviétique, il y a des colcoses, des sovkhozes, vous avez des coopératives agricoles. L'État doit produire assez suffisamment pour réguler le marché, de sorte que s'il y a puisque c'est quoi, les prix sont déterminés par quoi? C'est l'offre et la demande qui déterminent les prix. Maintenant, si l'État a un grand stock, s'il y a un manque, l'État intervient pour faire baisser. Ça, c'est une des mesures. Maintenant, au niveau de la demande, bon, c'est quoi? C'est agir sur le pouvoir d'achat. Ça, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Donc, maintenant, s'asseoir et puis il y a encore une autre problématique qui consiste à déterminer un prix d'un produit qui n'est pas industriel, c'est un produit agricole. L'agriculteur, vous ne savez pas quels sont les facteurs, les intrants qu'il met dedans pour obtenir. Bon. Donc, vous vous asseyez dans un bureau, vous déterminez des prix. Alors, mais par exemple, on a un autre problème ici, c'est le respect même de ces prix qui sont donnés officiellement. Parce que le boutiquier, il n'est pas tenu forcément par le prix. Est-ce que les contrôles se font comme il le faut? Les boutiques témoins, donc pour parler de la variable de l'offre, les boutiques témoins, par exemple, on n'a pas vu les activer. On ne peut pas les activer parce que l'État n'a pas... Parce que pour les activer, il faut les approvisionner. Dans le temps, on avait Faso-Yar ou quoi, des sociétés d'État... On a un stock, la Sonagès qui a des stocks. Mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à être opérationnels sur toute l'étendue du territoire? C'est limité. Il y a des limites, il y a des difficultés pour les opérationnaliser. Donc, le problème demeure entier. Maintenant, si le boutiquier il refuse de vendre, bien sûr que la loi, il y a une loi qui interdit le refus de vendre, mais bon, quelles sanctions vous allez lui faire? Si vous dites qu'il ne va pas vendre à perte, il y a aussi une loi qui interdit de vendre à perte. La problématique n'est pas aussi simple que alors, ça. Maître, je vais prendre un avis, le propos d'un boucher ici, que la viande étant un aliment vraiment de base, beaucoup consommé au Burkina. Il dit par exemple que les animaux que nous pouvions avoir à 200 000 francs coûtent à présent entre 400 000 francs, voire 500 000 francs. Ce qui fait qu'on ne peut pas vendre la viande qu'à partir de 500 francs CFA. Oui. Alors, ouais, ça, est-ce que le ministère peut fixer le prix de la viande? Il y a rien de nouveau. Non, formellement, il peut le faire. Mais maintenant, le faire respecter, c'est autre chose. Parce que le problème, c'est quoi? Il faut dire qu'économiquement, le Burkina Faso est inexistant. Il n'y a pas un produit économique où le Burkina Faso peut fixer le prix. Ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas s'étonner que... Même pas la viande, on est éleveur, on importe la viande en Côte d'Ivoire, par exemple. Même pas la viande. Mais les animaux, là, ils mangent quoi? C'est du sel ou c'est quoi comme ça qu'on donne aux animaux maintenant pour... Bon, moi, dans ma province, là, les gens achètent des animaux, des veaux, ils entretiennent, ils engraissent avec des sels, etc. Et après, ils revendent. Mais ce produit-là, nous, on n'en a pas la maîtrise. Tout ce que nous avons ici, même quand on parle de produits nationaux, dans leur configuration, interviennent toujours des produits importés. Donnez-moi un seul produit du Burkina Faso qui n'est pas importé. Nous vendons le coton ici. Mais l'engrais, là, on l'importe, non? Voilà. Tout le bétail, la nourriture du bétail, les soins qu'on donne au bétail, on importe les produits. Tout. Il n'y a rien que nous puissions dire que vraiment ça c'est burkinabé. Il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas s'étonner que les prix augmentent. Et tous ces produits-là, c'est en fonction du prix du pétrole, qui est l'élément, l'énergie de base de production. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner que les prix augmentent ici. On n'a rien fait, nous, on n'a pas de politique, n'est-ce pas, pour contenir les prix. Tant qu'on ne va pas essayer de produire ce qu'on consomme et de consommer ce qu'on produit, ce sera toujours ainsi, les aléas. Voilà. Alors je prends, ça c'est une voix de ménagère, Madame Alphonsine Nanema, c'est ce qui est écrit dans l'article, qui dit j'ai dû faire le choix du strict minimum. Je suis venu avec 2000 francs, mais je n'ai pu acheter tout ce dont j'avais besoin. Les condiments sont chers, le prix de l'huile a augmenté, même la petite boîte de tomates qu'on nous vendait à 250 est passée à 300 francs. Je n'ai payé ni l'huile, ni viande, et pourtant il ne me reste que 300 francs sur les 2000 francs.
Oui, mais voilà, Alors, regardez, monsieur Loukman. La dernière fois, moi, j'étais du côté de Combisli, je revenais. Il y a des femmes qui sont parties avec des motos qui transportaient les produits maraîchers pour venir vendre ici. Les motos, là, est-ce que c'est fabriqué au Burkina Faso? Le carburant, là, est-ce que c'est nous qui fabriquons ça? Elles vont à couvrir sa voilà, il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas. Les facteurs de production et de distribution et de commercialisation, nous ne les maîtrisons pas. Donc c'est tout à fait non. Même un produit que nous cultivons ici, nous ne pouvons pas vraiment fixer le prix parce qu'il y a des éléments qui entrent dedans dont nous ne maîtrisons ni les circuits, ni les coûts de production. La question, certainement que Maître l'a un peu effleuré, Lagui, c'est quoi la cause de cette inflation? Parce que le même problème existait, hein, le carburant qu'on achète, ce qu'on importe, mais on n'avait pas cette flambée. Qu'est-ce qui explique que maintenant, là, pendant que nous sommes là, ces derniers mois, il y a une flambée qui ne dit pas son nom? Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Moi, je comprends ça aisément. Hein. Il y a plusieurs facteurs à la fois qui se conjuguent ici. On ne peut pas balayer d'un revers de main ce que Maître a dit, c'est clair, c'est tellement évident. Si les facteurs de production connaissent des renchérissements, ça se répercute forcément sur le produit fini, ça c'est clair, on est d'accord pour ça. Mais il faut reconnaître qu'aussi au Burkina ici, il y a un autre problème, qui est que on est dans un pays où aujourd'hui, l'enrichissement à la vitesse grand V est devenu le propre de tout le monde au Burkina. Depuis mon premier dirigeant, c'est comme ça. Chacun veut tout de suite et maintenant s'enrichir en un clin d'œil par ce qu'il fait. Le fonctionnaire veut tout de suite devenir milliardaire en un rien de temps. Mais ne demandent pas aux commerçants aussi de s'asseoir et regarder toute cette ambiance-là, et puis eux, ils vont faire le bon samaritain. Et pour nous, ce n'est pas possible. Chacun veut s'enrichir. Le commerçant aussi, dans son domaine, il évolue. C'est là aussi, on dit le mouton brut, là où il est attaché. Si les fonctionnaires peuvent piller là où ils travaillent, mais le commerçant aussi, il n'a que ses biens qu'il vend, qu'il peut utiliser pour aussi s'enrichir. Donc, il y a cette ambiance-là qui est là qu'il ne faut pas perdre de vue. Chacun veut s'enrichir à la vitesse grand V. Donc, au-delà des facteurs dont on parle même de Covid et tout ça qui aurait, influencé les coûts au niveau des transports à l'international et tout ça, les amateurs horaires, tout ça, je suis d'accord. Mais il faut reconnaître qu'au Burkina, on est dans une ambiance qui est que l'enrichissement illicite est devenu une mode. Chacun veut s'enrichir, chacun veut aller très vite. Et les commerçants sont dans ça parce qu'ils sont dans la société où ça existe. Donc, ne leur demandez pas de ne pas vouloir s'enrichir. Il fut un moment où il était question des taxes. On avait dit qu'il y avait une politique de taxation aussi très accélérée au Burkina. Est-ce que c'est aussi peut-être le revers? Est-ce que le fait de beaucoup taxer amène le coût aussi d'importation à s'élever? Ce renchérissement dont on parle, il ne date pas de... c'est tout au plus 4-5 mois en arrière qu'on a vu ça. Dans ce laps de temps, il n'y a pas vu de taxes nouvelles. Hein, c'est les mêmes taxes qu'on connaissait depuis longtemps. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une affaire de taxes ici. Moi, le premier élément que je vois, c'est ce dont je viens de parler, c'est le fait que... Mais regardez, si ce n'était que les aléas dont on parle, on n'allait pas atteindre ce niveau-là. Moi, je me souviens que jusqu'au mois d'avril-mai, parce que moi, j'ai l'habitude de payer un sac de riz bien précis pour ma maisonnée, je l'ai acheté tout le temps jusqu'à fin mai, je crois, à 11 000 et poussière. Mais aujourd'hui, quand je vais dans la même boutique où j'ai l'habitude de l'acheter, on me parle de 12 000 et il y a plus de 1 000 francs dessus. Ouais. Mais ça, c'est pas... Ne me dites pas que ce n'est que seulement ces facteurs dont on parle. C'est pas ça seulement. Le commerçant aussi veut aller vite, comprenez-le. Est-ce qu'on peut accuser, par exemple, comme Baman le dit, une sorte de politique de spéculation? Bon, oui, c'est une sorte de spéculation qui se ferait par les grands importateurs, oui, il y a la les grossistes. Il y a la spéculation, il y a l'enrichissement à grand V, comme lui le dit, parce qu'il y a une théorie qui est développée maintenant au Burkina Faso, que l'avoir est au-dessus du savoir. Donc, plus tu en as, plus tu es au-dessus de celui qui sait. Donc, à partir de cet instant, les gens, c'est une course, une espèce de ruée vers l'or, donc tout le monde veut avoir de l'argent. C'est pas mauvais en soi, si on respecte les règles établies pour s'enrichir. Comme També l'a dit, on n'est pas contre la richesse de quelqu'un, au contraire, mais il y a des règles. Mais il faut ajouter à ça aussi les questions de sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que les zones touchées par l'insécurité sont des grandes zones de production. Hein. On a parlé de la viande, c'est le nord, c'est le Sahel, ce sont des endroits occupés par l'insécurité, donc il y a beaucoup de difficultés. On a vu souvent sur les réseaux sociaux des terroristes empêcher les paysans de cultiver, de ceci, de cela.
Bon, à côté de cela, il y a d'autres facteurs aussi que les gens parlent, les gens expliquent. C'est la fermeture des frontières terrestres, par exemple. Ça fait que c'est aussi difficile d'approvisionner le pays en denrées de première nécessité. Oui, mais cette fermeture, ce n'est pas la faute des populations. Oui, qui a fermé ces frontières. Oui, mais je donne les éléments. C'est-à-dire, je donne les éléments qu'il y a les fermetures des frontières terrestres qui sont aussi une difficulté pour l'approvisionnement du pays. Ça ne concerne pas les marchandises. Bon, les marchandises ne peuvent passer. Oui, mais c'est ce que les commerçants disent. Vous savez, tout à l'heure on a parlé. Bon, les commerçants, ce sont des gens beaucoup plus intelligents que vous et moi. Hein. Donc quand vous donnez une décision, ils savent tout de suite comment la contourner, comment l'exploiter pour s'enrichir. Eux, leur objectif, c'est s'enrichir. Hein. Ils ne pensent pas à autre chose, faire du gain. Donc ça ne concerne pas les produits, mais ils vont dire, ah oui, avec les fermetures, avec ceci. Donc c'est tout simplement demander à l'État burkinabé, à travers le ministère du Commerce, d'avoir un strict contrôle sur les produits de première nécessité, l'huile, le riz, la farine et tout, la viande, parce que les gens en consomment beaucoup. Est-ce qu'on peut réellement contrôler quand ce sont des données concrètes? Oui, mais on peut... si l'importation est chère, le détaillant sera cher, au bout du compte, le consommateur va l'acheter. Mais on peut contrôler, puisque le monsieur qui importe, par exemple, du riz, je ne sais pas moi, de la Chine, de la Thaïlande et tout, pour venir jusqu'à Ouagadougou, rien n'a augmenté par rapport au transport et tout. Il achète toujours le riz au même prix. On a tout de suite dit ici que les marchandises ne sont pas taxées par les fermetures des frontières. Alors comment ça se fait que le prix du riz augmente? On peut contrôler pour savoir où se trouve le goulot d'étranglement. Et lorsqu'on le connaît... Le prix du riz, c'est un produit qu'on importe de très loin de d'autres continents. Oui, parce que dans ces continents, c'est pas les frontières. Mais il faut chercher à savoir, est-ce qu'à l'achat, le commerçant à l'achat, est-ce qu'il a acheté plus qu'il l'achetait avant? D'accord. Si on n'a pas toutes ces données, effectivement, ça va être très compliqué. Donc, le ministère, je termine, le ministère du Commerce a un grand boulot à faire, c'est-à-dire au lieu de pondre des communiqués de ce genre, c'est bien déjà, mais il faut aller au-delà de ça pour savoir exactement les prix à l'étranger, c'est quoi, et qu'est-ce qu'on peut ajouter, qu'est-ce qu'on ne peut pas ajouter, pour qu'on reste dans la fourchette acceptable. On a deux acteurs ici. Il y a le ministère qui doit donc donner des prix, organiser le marché, contrôler les prix. Mais il y a les commerçants aussi qui, à leur niveau, manquent certainement de patriotisme économique, comme on le dit souvent. C'est quoi le patriotisme économique? Ailleurs, c'est que c'est des commerçants qui font en tenant compte aussi du contexte national, du citoyen, etc. Ça fait partie des illusions qu'on veut vendre aux gens en pensant que le commerçant, il va s'endetter à la banque, il donne des garanties, il prend son argent, il va faire des affaires, il traverse des tracasseries. C'est pour venir revendre en tenant compte quand même d'un minimum de marge pour survivre. Ce n'est pas, comment dirais-je... Mère Teresa. Donc, oui, mais est-ce que les commerçants ils n'en font pas trop quand même? Non, pour la marge qu'ils gagnent. Est-ce qu'ils n'en font pas trop? Le commerçant a intérêt à ce que son stock sorte vite pour pouvoir renouveler et pouvoir payer ses dettes. Un sac de riz à 11 000, un sac de riz à 11 000 se passe à 12 000. Est-ce que quand même il n'y avait pas à... Je vous ai dit au départ que l'avoir est au-dessus du savoir. C'est ce que Faustin dit autrement. Les commerçants, ce n'est pas des philanthropes. Dans un pays où on peut faire croire que ce n'est pas des philanthropes, ce sont des gens qu'il faut surveiller en bout portant. Sinon, par exemple, il faut comprendre que l'affaire n'est pas aussi simple que ça. Parce que vous savez très bien que la maladie de la Covid, en fait, a désorganisé. Ça, nous avons suivi même les informations. Les grands pays qui produisent, Thaïlande et autres tout, ils ont eu des problèmes. Donc, forcément, ça a dû créer... Au niveau mondial, une question, ça a dû jouer sur l'offre. Et nous sommes un petit pays. J'ai même vu des reportages ou même au Sénégal. Ce n'est pas seulement tous ceux qui consomment le riz qui n'en produisent pas. Cette question, c'est vrai, de la hausse des prix, il ne faut pas que nous nous leurrons, en fait. Il faut que les Burkinabés ou même les Africains, nous devons revoir les priorités dans nos habitudes alimentaires. C'est ça peut-être que l'avenir peut peut-être résider en cela, parce que nous ne pourrons jamais maîtriser les facteurs exogènes, et même au niveau endogène, nous avons même des facteurs qui compliquent. Il faut peut-être voir les priorités alimentaires et se organiser et apprendre à consommer ce que nous produisons. Une question liée à cette hausse des prix, est-ce qu'on ne court pas le risque de voir notre marché
approvisionner de produits de bas niveau, de mauvaise qualité. Par exemple, lié à tout ça, est-ce qu'aujourd'hui les gens ne vont pas aller nous acheter des sous-produits, des contrefaçons pour essayer de pouvoir vendre plus facilement? Je suis surpris par cette question. Tu ne vis pas au Burkina ou quoi? Non, je vais dire, est-ce que ça ne va pas être exagéré? On est déjà dedans depuis longtemps. Le marché est inondé de ces produits-là depuis très longtemps. En principe, ça ne devrait pas Moi qui suis un grand amateur de thé, en principe, on a déjà dit que le thé est bourré de pesticides. D'accord. En fait, c'est ce que j'ai dit là. On n'y prête pas attention, mais en fait, c'est ça. Ça dit que le niveau de dépréciation de nos valeurs est tel que. Ça dit que faut pas. Vous parlez de patriotisme économique. C'est aux commerçants d'être patriotes, c'est ça? Pendant que les autres sont dans le pillage, vous demandez aux commerçants, ils n'ont qu'à être patriotes. Non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Tout le monde va être dans la même danse, imprimée par les dirigeants. Il n'y a pas dedans que les dirigeants imprimés, c'est ce que tout le monde va suivre. On a vu, il n'y a pas très longtemps, une enquête du Courrier confidentiel, où même sur le cordon de transport, le racket des douaniers, y compris même les agents de la lutte contre la fraude, qui raquettent les commerçants. Mais eux, ils acceptent, ils payent sur toute cette ligne-là. Mais arrivé à la fin, là, ils ne vont pas subir la perte. C'est sur le consommateur qui va se répercuter. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont là. La corruption, tout ça, les commerçants, ils vivent tout ça en plein jour. Donc eux aussi, ils trouvent les moyens de pouvoir aussi se rendre justice à la fin. C'est comme ça. Mais c'est qu'on ne comprend pas, les commerçants, on ne les voit jamais, ils ont des organisations, etc. On ne les voit jamais dénoncer ces tracasseries, tous ces problèmes. Ça, à la limite, eux aussi, apparemment, ils se plaisent à user, à utiliser cette corruption-là à leur profit en important des faux produits, des produits qui ne sont pas bons. Pour le faire. Imaginez le pauvre commerçant face à un douanier avec sa calache et tout ça devant lui. Il a fait moyen pour... Le douanier n'utilise pas celui. Je veux qu'on parle aussi des produits, par exemple, de mauvaise qualité. Récemment, il y a eu une lettre du ministre de la Santé au ministre du Commerce parlant de pesticides dans du thé. On sait tous que le thé est consommé partout dans toutes les familles. On estime qu'il y a une dose de particules, de résidus donc de pesticides, et qu'il fallait prendre des mesures urgentes, mais jusque-là, on n'a pas de mesures. Il semble que des actions sont engagées, mais on n'en a pas connaissance. Oui, j'ai vu cette lettre, mais j'avoue que je me suis un peu retourné, parce que c'est une lettre du ministre de la Santé au ministre du Commerce. Mais vous savez, le laboratoire national de la santé est partie prenante dans la chaîne de contrôle. Oui. Le laboratoire national de la santé relève du ministère de la Santé, je pense. Bien sûr. Voilà. Donc, tous les produits sensibles comme le thé, autre tout, quand vous importez, il y a un avis en fait qui est demandé sur la qualité. Oui. Bon, maintenant si c'est impropre à la consommation, que ça passe, je ne sais pas, qu'est-ce que le ministre du Commerce a... Oui, mais c'est commercialisé, c'est-à-dire que le laboratoire, c'est une thèse de doctorat, oui. Et donc suite à ça, il est ressorti dans les analyses qui sont confinées bien sûr par le laboratoire national. J'ai vu la oui, donc maintenant le ministère du Commerce est informé de ce fait et qu'il faut prendre des actions, il faut prendre des mesures urgentes. Je pense que le problème, en fait, je n'ai pas compris le problème que le ministre de la Santé a voulu poser. Parce que comme je vous ai dit, si chacun faisait son travail, le laboratoire national, au moment de l'importation, l'entrée du produit sur le territoire, aurait pu déjà déterminer que c'était un produit impropre à la consommation. Maintenant, c'est passé, c'est rentré, ça a quitté le cordon, c'est rentré au Burkina. Maintenant, on consomme. Bon, c'est vrai que le ministère du Commerce... D'accord. Non, c'était d'avoir une précision. Parce qu'il faut dire qu'on ne peut pas parler de patriotisme économique. Le commerçant n'a pas de patrie. Sa patrie, non. Sa patrie, ce sont ses affaires. C'est le marché. Ce sont ses affaires. Mais les citoyens d'un pays, quand même, maître. Le commerçant, il a une nationalité, les citoyens... Oui, ça, sur le plan civil. Et même ça, ce n'est pas évident. Par exemple, nous enregistrons des sociétés dans les cabinets d'avocats, etc., etc. Mais vous avez des sociétés qui ont la nationalité burkinabé alors que les membres, les apporteurs n'ont rien de burkinabé. Donc, tant que les affaires peuvent leur profiter, ils sont partout où ils sont. Par exemple, les Libanais sont ici, ils sont burkinabés quand ça les arrange, et quand ça ne les arrange pas, ils sont Libanais. Leurs capitaux viennent, ils peuvent les transférer comme ils veulent, etc. Le commerçant n'a pas de patrie, qu'il soit burkinabé ou pas.
sa patrie, c'est là où sont ses affaires. Point. Là où il peut mieux faire rentabiliser ses affaires. C'est ça la logique même des affaires. Je suis parfaitement d'accord avec Deuxièmement, ce que je veux vous dire, c'est que le commerçant agit dans... Bon, nous sommes dans l'économie libérale. Donc, on ne peut pas s'étonner que les prix fassent des yo-yo. C'est la loi même du libéralisme. À moins qu'on change de système. Bon, et puis, le commerçant agit dans un système de concurrence. S'il met son sac de riz, s'il met 1000 francs de plus dans son sac de riz, et ailleurs, les autres baissent, il n'y aura pas de sortie de son stock. D'accord. Donc, il augmente en fonction du marché. Voilà, en fonction du marché qui... Okay. Alors, enfin, pour vous dire, nos autorités ont la possibilité d'intervenir. D'accord. Il faut dire que, premièrement, nous sommes dans le libéralisme. Deuxièmement, nous sommes limités par les lois de l'UEMOA et de la CEDEAO. Mais malgré tout, on peut intervenir. J'ai déjà eu à dire ici que je trouve anormal que le prix de la viande soit au même niveau au Burkina Faso qu'au Ghana et au Bénin. Moi, j'ai fait le constat. J'ai fait ces pays-là, j'ai vu. Et que si j'avais le pouvoir de le faire, j'interdirais toute exportation de bétail sur pied du Burkina Faso. Pour que les gens puissent bien manger d'abord et après le sucre. On transforme, d'accord. Même si on ne transforme pas. Il y a des mécanismes traditionnels de transformation. On séchait la viande, il y a des mécanismes traditionnels. Ça veut dire qu'on peut les moderniser. D'accord. Mais comment faire pour ne pas être taxé de violation des règles de l'UEMOA et de la CEDEAO? Il y a ce qu'on appelle les règles prudentielles. C'est-à-dire, vous pouvez respecter les règles de l'UEMOA, mais à la sortie, à la frontière, vous dites, ah non, tu n'as pas mis tel vaccin, donc ça ne sort pas. D'accord. On va parler du thé à pesticides très rapidement. Maintenant, le thé à pesticides, vous avez évoqué ce problème-là. Bon, d'abord, est-ce que ces thés-là sont entrés selon les règles? Parce qu'il y a la contrebande. Combien de produits existent ici et qui sont entrés par contrebande? Donc, sans passer par les institutions normales de surveillance. Et il y en a beaucoup. Vous vous rappelez, il y a quelques années, n'est-ce pas, il y avait plein de boissons qu'on avait saisies. Des boissons énergisants. Qui étaient entrées par contrebande. Donc, il y a ce facteur-là. Et deuxièmement, même si c'est entré par les canaux normaux, vous savez ce que c'est que la corruption dans ce pays-là. Hein? Vous glissez quelques billets et puis on... Voilà, mais aujourd'hui, la question, c'est que quand c'est le gouvernement, au niveau du gouvernement, un ministère, un département constate sur le plan de la santé publique qu'il y a problème et que maintenant, celui du commerce est invité à prendre rapidement des actions. Mais jusque-là, on n'a pas réussi des actions. En tout cas, selon les informations, le ministère du Commerce a répondu à la lettre du ministre de la Santé et que des actions sont mises en œuvre, sauf que le grand public ne sait pas. On s'attendait peut-être à ce qu'il y ait des actions du genre, voici les qualités de thé qui ne sont pas, ou les identités de ces thés, de ces produits-là, n'est-ce pas? Ali? Oui, il faut savoir que l'approvisionnement de notre pays-là se fait de deux manières. Il y a la manière légale et puis il y a la manière illégale. Tout le monde sait l'ampleur de la fraude au Burkina Faso, les produits qui rentrent par des circuits, j'allais dire, et ça c'est fait par toutes les catégories de commerçants, du plus grand au plus petit. Ils pensent que s'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Donc leur demander du patriotisme économique, c'est leur demander un peu trop, à mon avis. On peut peut-être essayer de coincer. Ils déjouent les règles. Oui, mais il faut le dire. C'est criminel. Oui, c'est criminel, tout ça, mais c'est ça le business, ils vous diront. Voilà, ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de sentiment. Ils vous diront les affaires, c'est les affaires. On veut gagner de l'argent, on veut gagner de l'argent. Maintenant, c'est à l'État burkinabé de faire preuve de beaucoup de vigueur pour contrôler de telle sorte que ça ne dépasse pas les normes acceptables. D'accord. Bon, voilà, c'est tout. Merci Ali, merci Maître. On n'est vraiment plus par le temps. Je vais vous laisser un tour de table sur la rentrée gouvernementale. Chacun a dû certainement voir le gouvernement qui a repris du service. Le président du Faso dit qu'il n'a pas eu les vacances. Donc, il y a des grands dossiers, notamment le PNDS 2, version 2, qu'il faut voir. Il y a la loi des finances, qu'il faut donc le budget pour 2022, et un ensemble de choses, la sécurité, question sécuritaire. En tout cas, pour le président, c'est un ensemble de problèmes qu'il faut tout de suite voir. Maître.
Un mot rapidement. Non, vous parlez de l'entrée gouvernementale. Moi, je ne savais pas que le gouvernement était sorti et que maintenant il est rentré. Ils étaient allés en vacances pour c'est vous qui m'apprenez ça. Moi, je n'ai pas suivi. Donc, c'est pour dire qu'en fait, le gouvernement, qu'il sorte, il n'a pas d'impact dans ma vie quotidienne, tout comme dans la vie quotidienne de beaucoup de gens. Hein. Donc, moi, je me demande si cela vaut le coup d'un débat ici. Deuxièmement, vous avez dit que le président a dit qu'il y a le PNDS 2, patati patata. Ça suppose qu'il y a eu le PNDS 1. Bien sûr. Moi, je n'ai pas vu les effets du PNDS 1. Dans ma vie de tous les jours. Peut-être qu'il y en a eu, mais que je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, le PNDS 2, je ne sais pas ce que ça peut m'apporter non plus. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est que nous sommes dans un système où nous avons des gouvernements de gestion. Ce n'est pas des gouvernements de mission. Oui, mais on attend quelque chose de ce gouvernement. Non, pas du tout. S'il fait nous rentrer aujourd'hui, on attend du gouvernement que les salaires soient payés. Voilà. Sinon, les populations, elles, n'attendent rien de particulier. Même pas la sécurité, les questions de sécurité. Le président a parlé, par exemple, de la hausse des prix des produits. Depuis le gouvernement trouve des solutions. Depuis longtemps, l'insécurité est là. On en parle depuis longtemps, mais il n'y a pas de solution. Les hausses des prix, bon, ça fait yo-yo, comme on en a discuté il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dans un gouvernement qui gère le quotidien, donc qui n'est pas un gouvernement de mission, donc de qui il faut attendre, n'est-ce pas, des décisions fermes, fortes, en fonction des circonstances. D'accord. Merci, Maître. Non, je suis d'accord avec ce que Maître a dit. Hein. Cette rentrée gouvernementale aurait pu être un événement si toutefois on s'attendait à quelque chose de ce gouvernement. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut attendre de ce gouvernement, parce que ce n'est pas la première rentrée gouvernementale qu'on connaît sur ce régime. On en a connu tellement et ça n'a rien apporté que... Et ce n'est pas pour rien, il n'est pas seul. Hein. J'imagine que ce n'est pas nous deux seulement non plus. Ils sont pleins comme ça, qui ne savent même pas qu'il y a eu une rentrée gouvernementale. Moi-même, c'est dans le cadre de cette émission que j'ai su qu'il y avait une rentrée gouvernementale. Donc, il n'y a que des choses qui impactent la vie des gens qui peuvent retenir leur attention. Quand une chose n'impacte pas ta vie, bon, ça passe comme un non-événement. Je pense que, bon, évidemment, en prenant en compte ce que les autres viennent de dire, ce sont des êtres humains qui ont travaillé quand même une année. Ils ont droit à quand même 1 ou 2 semaines de repos. Et dans ce cas, il faut leur accorder cela. Mais il faut leur dire aussi que cette rentrée, j'espère que ces 2 semaines, ils ont pris ces 2 semaines pour réfléchir sur un ensemble de choses qui préoccupent les Burkinabés. Il y a la sécurité, il y a les questions d'alimentation, les questions de prix, de hausse de prix, il y a la question de l'école, on en a pas, je pense que vous avez déjà parlé, et la fermeture du lycée Zenda, il y a tout ça. Il faut que cette rentrée, il y a l'insécurité, il y a beaucoup de choses. Il faut des décisions. Il faut qu'à la rentrée, le président du Faso, son premier ministre et l'ensemble de son gouvernement nous prouvent qu'ils étaient en vacances, ils sont revenus très frais et qu'ils vont apporter quelque chose aux préoccupations des Burkinabés. Autrement dit, bon, ils sont allés se reposer pour rien et ça ne sert à rien. C'est vrai que je suis un peu partagé, mais c'est vrai quand on regarde un peu le contexte dans lequel nous vivons, tout est délétère. On aurait jugé un gouvernement à l'aune en fait des résultats dans des secteurs, dans des domaines. Bon, mais dans notre cas, franchement. Depuis quand même un certain temps, c'est pas l'amélioration. Peut-être qu'il faut revoir la façon de faire la rentrée gouvernementale. Peut-être que c'est fait sous autre forme, ou peut-être c'est un nouveau bail avec les citoyens. Vous savez, c'est un concept un peu... on l'a adopté par mimétisme dans les pays occidentaux, mais est-ce que dans notre contexte, il a son sens? Mais il faut peut-être espérer que le repos que certains ont eu va leur permettre en fait de redoubler en fait d'efforts pour assurer quand même un minimum de fonctionnement de notre État. Merci. Alors on termine avec, sur le plan bien sûr des sujets, on termine avec la Guinée. Alpha Condé est tombé. Alors, on ne s'attendait vraiment pas à ça ou on s'attendait à ça, Bama? Je ne sais pas. C'est un coup d'État. Non, c'est sûr que... Il a été élu il n'y a pas longtemps. C'est sûr que voilà, on pourrait ne pas s'attendre à ça, tout comme on pourrait s'attendre à ça. Je m'explique. Si on regarde, Alpha Condé, il a été élu, il a fait sa prestation de serment, il a commencé à gouverner la Guinée pour son 3e mandat. Tout allait bien, il n'y avait pas de signe apparent que, il devait tomber. Puis un matin, on a tous surpris, voilà, il est tombé. Sur ce plan, on ne pouvait pas s'attendre. Mais en même temps aussi, quand on regarde la manière par laquelle il a fait ce 3e mandat, mais on devait s'attendre à ce qu'un jour il y ait un retour du bâton. Ça, moi, j'étais convaincu que quand on use de ces moyens-là pour se maintenir au pouvoir,
Et ça, c'est pas Alpha Condé seul. Hein. Tous ceux qui sont dans ces genres de façon de faire là, je pense qu'ils ne peuvent pas dormir sur les deux oreilles. Ils ne peuvent dormir que sur une seule oreille. Parce que là, ils sont conscients qu'ils n'ont pas usé de manière assez catholique pour, si je peux m'exprimer ici, hein, pour être là où ils sont. Donc il faut s'attendre à tout moment que, bon, on vienne te balayer. Quand on regarde, il y a deux choses qui se dégagent. D'abord, on parlera de la condamnation des institutions internationales. CEDEAO, lui a demandé aux Nations Unies d'exclure carrément la Guinée de leur... Voilà. Alors, ici, c'est comme si le fait de modifier une constitution est une voie de fait qui doit sanctionner. Et puis, ça s'est justifié. Mais quand on regarde ce qui se dit concernant Alpha Condé, même l'opposition guinéenne estime que c'est normal parce que Alpha Condé a violé la Constitution et que c'était un autre coup d'État. Et par conséquent, un coup d'État reste un coup d'État. Oui, comment je veux dire là, il faut dire que les milieux informés n'ont pas été surpris du coup d'État. Il y a certains milieux même qui déjà savaient que la probabilité était plus grande. Alors, mais c'est lui le troisième mandat qu'il a forcé. Il y a d'autres raisons. C'est le troisième mandat, c'est rien d'autre. Parce que quand vous lisez ce qu'on reproche à Alpha Condé, tout, etc., en fait, c'est sa gouvernance passée pendant les deux mandats là. Pendant son troisième mandat, il n'a rien fait de plus, de différent que pendant les deux autres mandats. Donc, en fait, le principal reproche fait à Alpha Condé, c'est le troisième mandat. Et sur ce plan, n'est-ce pas, moi je dirais que c'est une bonne chose. Parce que bon, maintenant que l'Union africaine condamne, que le secrétaire général de l'ONU condamne, etc., moi je dirais, mais vous étiez où quand Alpha Condé modifiait la Constitution? Vous étiez où quand l'opposition était dans la rue pour lutter contre la modification de la Constitution? Et il y a même eu des morts. Hein? Alors, vous étiez où en ce moment pour ne pas intervenir? Si vous êtes légaliste et si vous tenez à l'intérêt des populations. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire que c'est comme une sorte de syndicat. Donc, tant que toi, tu es là et que tu nous arranges, on ferme les yeux. Et maintenant, il ne faut pas qu'on vienne bousculer le scénario. C'est tout. Donc, les condamnations de l'Union africaine, de la CEDEAO, moi, je dirais qu'ils n'ont qu'à les amener où ils veulent. Le peuple de Guinée continue sa route. Et je souhaite que des coups d'État comme ça interviennent très souvent pour rendre salutaire, n'est-ce pas, nos pays, et puis empêcher que Alpha Condé lui-même avait dit que lui ne changera jamais la Constitution et qu'il ne fera jamais un troisième mandat. Alors, j'ai peur qu'on fasse l'apologie des coups d'État au regard peut-être de... Moi, je souhaite que ces coups d'État-là interviennent le plus souvent, partout où c'est nécessaire. Sans faire l'apologie des coups d'État. Alors, Évariste Conservo, pour ce qui concerne la réaction de la communauté internationale, en même temps qu'elle condamne, on a l'impression que la CEDEAO est allée simplement pour voir Alpha Condé demander sa mise en liberté, sa libération par les militaires, et puis demander aux militaires de mettre un processus rapide, mais nulle part il est dit qu'il faut ramener Alpha Condé à son poste. Est-ce que ça voudrait dire que la cause est entendue? D'abord, la CEDEAO par rapport à la position de la Guinée, il n'y a pas eu de prise de sanctions. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut noter. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est vrai que j'ai comme l'impression que cette délégation est allée pour négocier en fait l'avenir. Alors, il faut dire qu'il y a eu des sanctions parce que la CEDEAO, comme l'Union africaine, exclut leurs instances. Il n'y a pas de mesures économiques. Vous avez vu dans le cas du Mali, on peut prendre des mesures diplomatiques et politiques. Mesures diplomatiques, ça. Mais alors là, ce qui m'a choqué, j'ai tout comme l'impression qu'ils sont allés pour négocier une sortie vraiment vers une retraite dorée de M. Alpha, tout en oubliant que quand même sa répression en fait de son putsch, parce qu'il a fait un putsch constitutionnel, a coûté au moins une centaine de morts. Et c'est ça qui me choque. Et attendons de voir. Moi, j'espère tout simplement que, en plus, bien sûr, concernant la situation de M. Alpha, il sera traduit soit devant des juridictions nationales ou internationales pour qu'ils répondent. Parce que ça, c'est très grave. Il a quand même fait des morts. Ça, il ne faudra pas l'oublier. Maintenant, par rapport donc à la gestion de la transition, qu'est-ce que vous voulez? La CEDEAO est affaiblie. La CEDEAO n'a pas les outils, les leviers pour faire pression sur les militaires. Non, dans ce cas, je pense qu'ils vont simplement se contenter du programme que les militaires va donner. Alors, la jeune parle déjà de 5 ans de transition en Guinée. Bon, mais ça, c'est la junte en Guinée a le vent en poupe.
c'est un coup d'État qui est approuvé par tout le monde, même par Maître de Tambela, légaliste. Dans le sang, approuve ce coup d'État, il en demande même le plus souvent. La communauté internationale condamne du bout des lèvres. J'ai cru entendre la chef de mission de la CEDEAO qui parlait de l'ex-président, parlant de Alpha Condé. Donc ça veut dire que les carottes sont cuites pour M. Alpha Condé. Donc finalement, on cherche à le sortir de sa chambre d'hôtel doré. Il veut avoir son cuisinier. Ils vont lui trouver quelque part pour qu'il se repose. Bon, donc c'est fait. Bon, il faut aussi effectivement que les gens apprennent à respecter les règles du jeu. Quand on dit que c'est 2 mandats, c'est 2 mandats. Quand on veut modifier les constitutions, il faut les modifier avec l'accord du peuple. Il y a un référendum que si le peuple adhère, on le fait. On ne fait pas ça au forceps, à coup on laisse beaucoup de gens sur le carreau et puis après on veut gouverner. Ça n'est pas possible. On va passer maintenant à la phase des questions de nos téléspectateurs. On va prendre notre premier téléspectateur, s'il est en ligne, M. Touré Oumar, qui appelle de Bobo Dioulasso sur l'affaire sexe contre vive à Kongossi. Monsieur Touré. D'accord. Monsieur Touré n'est pas encore certainement. Ouais, donc, si alors, Touré n'est pas en ligne, moi je peux intervenir un peu. Oui, alors est-ce que quand on regarde la façon dont les choses se font au Mali, c'est un coup d'État, mais Ibeka n'avait pas fait un 3e mandat, il avait été élu pour un mandat normal, et puis il a été déposé suite à des manifestations beaucoup fortes par la société, donc ça allait mal. En Guinée, on dit que c'est le 3e mandat. Est-ce que finalement on ne trouve pas des arguments et qu'on ne reviendra pas à la démocratie de Kaki? C'est pas une question de choses, c'est pas une question de trouver des arguments. Hein. Vous oubliez un principe fondamental qui est que le souverain c'est le peuple. Et à tout moment, le peuple peut vous demander des comptes. Même si Ibeka n'avait pas terminé son mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est le même peuple qui a voté aussi Ibeka, qui a voté aussi. Laissez-moi terminer. Vous avez vu ce qui s'est passé en France sous De Gaulle. De Gaulle n'a pas terminé son mandat. Après 1968. Voilà, pourtant, ce n'est pas une république bananière. Donc le peuple est le principal souverain. Et à tout moment, il peut remettre en cause le mandat qu'il t'a donné. C'est ce qui s'est passé au Mali. La situation était telle que le peuple a estimé que ce n'était même plus la peine de le laisser continuer. Est-ce que vous avez vu? Bon, en Guinée, par exemple, Alpha Condé a pu faire ses 2 mandats. Mais maintenant, il a violé sa propre parole. Profitant de la légitimité, de la position légitimiste des populations africaines. Vous savez qu'ici, n'est-ce pas, quand vous êtes chef, n'est-ce pas, automatiquement, on vous suit. Donc, vous pouvez être assuré que si vous voulez modifier la Constitution, on vous suivra. Non pas parce que nous avons, n'est-ce pas, un électorat, comment je veux dire, qui est comme il est, et qui est suiviste. Donc, les chefs d'État profitent de cela. On en a vu en Guinée, on en a vu en Côte d'Ivoire, on a vu ici au Burkina Faso où Ali Compaoré, son oncle, tentait, n'est-ce pas, de revenir sur les dispositions constitutionnelles limitant les mandats, et on a vu ce qui s'est passé. La question, c'est de dire, si on fait toute cette analyse, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, les risques de coup d'État sont aussi important dans notre sous-région ouest africaine, avec bien sûr la CEDEAO qui apparemment a perdu tous les leviers. Je suis d'accord en partie avec Maître sur son analyse. En France, en 58, il faut démissionner. On va prendre les téléspectateurs et puis on revient. Monsieur Touré. Monsieur Touré. Allô? Oui, monsieur Touré, allez-y pour votre intervention. Moi, je vous entends faiblement. Mais vous m'entendez bien? On vous entend bien, allez-y. Voilà, et donc, je vais vous prier de m'écouter. On vous écoute. Avant d'intervenir par rapport à ce sujet, je voudrais dire quand même un petit avis sur les prix qui grimpent. Allez-y. Alors, je voudrais dire ceci. Si vous voulez que les prix redeviennent moins chers comme avant, c'est de commencer par ouvrir les frontières et faites le contrôle nécessaire à la douane et sur les prix. Sinon, les gens vont effectivement se livrer à ce genre de situation de spéculation comme nous voyons. Alors, pour revenir au sujet maintenant, je vais dire ceci. Je suis étonné de voir que on accuse des gens, plutôt que de poursuivre ceux qu'on accuse, eh bien, on va
poursuivre des gens pour faux témoignage ou bien pour fausse accusation. En fait, ça, c'est appliquer la loi à la lettre et non pas dans son esprit. Quand on pose un problème, moi, je pense qu'il faut vérifier cela. Et ça ne doit pas étonner du tout. Il y a des gens qui vont distribuer de la nourriture. C'est des nécessités, parce que ce sont de vraies nécessités. C'est sinistré. Des gens qui vont distribuer de la nourriture là-bas, le fassent en échange de rapports sexuels. Puisque ça se passe à tous les niveaux, dans nos foyers, dans nos services, dans nos bureaux, partout. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de l'opposant sénégalais, que les gens disent avoir accusé à tort d'avoir voulu violer ou harceler une masseuse. J'ai dit non, il ne faut pas faire confiance à nos moraux puissants, parce qu'ils sont dans la mauvaise foi. Chaque fois qu'ils peuvent tirer sur un objet qui bouge sexuel, ils le font. Ils attrapent les femmes contre leur gré parce qu'ils sont puissants, ils ont les moyens. Alors, si vous voulez effectivement que la lumière se fasse, ce n'est pas contre ceux qui viennent porter des plaintes, des accusations gratuites, tout bien que vous estimez gratuites, il faut mener les enquêtes pour voir pourquoi ils s'arrogent le droit de profiter de la détresse des gens. Ceux qui vont donner des crédits dans les marchés, il y a longtemps que je vais en parler, mais je crains qu'on me trimballe moi aussi devant les tribunaux pour fausse accusation. Donc, M. Touré... Tous ceux qui reçoivent des prêts, vous pensez que c'est gratuitement qu'on leur donne? Monsieur Touré. Et c'est ça la voie de la corruption. Juste pour préciser que... la corruption dans les services. Monsieur Touré. Dans nos foyers. Monsieur Touré, juste pour préciser... Une femme mariée, par exemple, donne son sexe contre la popote. Excusez-moi, vous allez trouver que je suis grossier. Avec un âne. Ce sont les ânes qui font ça. Le mari n'a pas de moyens et l'âne vient donner la popote et puis il fait ce qu'il veut au vu et au-dessus de tout le monde. Quand vous voyez ça de loin, vous ne pouvez rien dire. Parce que pour qu'il y ait adultère, pour qu'il y ait prostitution, il faut avoir vu, selon le Coran, l'homme sur la femme. Il ne suffit même pas de l'avoir vu sur la femme, il faut constater l'acte sexuel. À défaut de ce constat, vous devez garder le silence. Et c'est ce que nous faisons. Mais quand les femmes elles-mêmes sortent pour dire le chien bâtard a refusé, mais voilà un homme, un être humain qui est venu faire, et puis il a donné la popote. Qu'est-ce que vous devez dire en ce moment? Merci, M. Touré. Merci. Juste pour préciser que pour ce qui concerne le dossier de Kongoussi, le procureur a précisé que les personnes enquêtées sont revenues sur leur propre parole, ont fait un aveu contraire. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi ces personnes sont poursuivies pour dénonciation calomnieuse. Il n'est pas question de dire qu'elles sont poursuivies pour avoir dit la vérité. Donc, merci. Ali, c'était Évariste. Voilà, j'étais d'accord pour le développement de mettre concernant donc, le cas de la démission de Gaulle. De Gaulle n'a pas démissionné à la suite d'un coup d'État, c'est parce qu'il a été désavoué par le Parlement à l'époque. Ce n'est pas du tout le même contexte. Le contexte malien, c'est un coup d'État qui a contraint Ibeka à laisser le pouvoir. Et la plupart des cas en Afrique, c'est comme ça. Donc, il faut se poser, la question c'est de se poser, en fait, il faut se demander le sens réel des élections, le mimétisme électoral que nous faisons dans les pays africains, quelle est sa valeur? C'est ça en fait. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le modèle de fonctionnement démocratique africain? Parfaitement, puisque moi j'ai proposé la monarchie. D'accord. Ça peut oui, si vous remarquez par exemple, les pays qui ont conservé la monarchie dans le tiers-monde sont les pays les mieux gouvernés. Regardez par exemple la Thaïlande. Avec le roi de Thaïlande, quand ça ne va pas entre les chemises jaunes et les chemises rouges, dès que le roi intervient... D'accord. Je vais passer la parole à Lagui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut accorder un blanc-seing aux militaires qui sont en Guinée? Est-ce qu'on peut leur accorder un blanc-seing? D'accord. On va prendre donc le deuxième téléspectateur, M. Sawadogo, qui appelle de Kaya sur l'affaire sexe contre vivre à Kongoussi. Bon, c'est la même région, peut-être qu'on aura plus d'éclairage. Monsieur Sawadogo. Bonjour. Bonjour, allez-y pour votre intervention. Ok, pas de problème. Vraiment, je vous remercie pour les éclairages que vous avez fait sur le plateau. D'accord. Maintenant, si c'est réellement les journalistes qui ont révélé les sources, c'est que vraiment c'est grave même pour la presse burkinabé, parce que ce serait très compliqué pour eux d'avoir un témoignage. Mais si c'est genre ceux qui ont donné le témoignage, même qui ont décidé d'aller même apporter des informations complémentaires qui sont retournées contre ces derniers, bon,
C'est que dans ce cas, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour revenir un peu au niveau de l'affaire que le tribunal a évoqué, personnellement, je n'ai pas lu le communiqué parce que j'étais en déplacement, donc je n'ai pas lu le communiqué. Mais pour paraphraser un article publié par l'agence d'information burkinabé AIB, publié le 27 août dernier, et il ressort qu'il y a effectivement une femme qui a témoigné qu'un certain SD qui se faisait passer pour un agent d'action sociale qui proposait à la femme à ce qu'on des services quoi. Oui, contre des aides qui parlent des aides financières, des cash payés ou bien des vivres. Ça veut dire que si dans l'article même on explique le nommé SD là, ça veut dire que le principal accusé n'est plus au pays, mais c'était un relais communautaire d'ONG qui n'est plus au pays. Donc c'est ce dernier-là qui faisait que dans les témoignages des minutes.bf là, on accusait les agents de l'action sociale. Parce que ce dernier se faisait passer pour un agent de l'action sociale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bien sûr. Ce dernier, d'ailleurs, il y a un mandat d'arrêt contre la personne. Non, je ne sais pas si le dernier avait un mandat d'arrêt, mais à la fin de l'article, on dit qu'une enquête a été ouverte contre ce dernier. Je ne sais pas s'il y a un mandat d'arrêt contre ce dernier. S'il y a un mandat d'arrêt qui a été... Non, je ne sais pas. Oui, parce que si je vous informe, alors qu'il a pris un mandat d'arrêt, il y a deux personnes qui vont passer en audience le 15 septembre et il y a un mandat d'arrêt contre une autre personne qui n'est pas sur place et qui est accusée également dans cette enquête. Bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est que vous qui m'informez. Sinon, bon, moi, je ne sais pas. Mais personnellement, je me disais que non, que les gens poursuivent ceux qui ont fait les témoignages. Parce qu'on ne sait pas dans quel contexte ils ont fait les témoignages. Ça, c'est de un. Et de deux, nous ne savons même pas si, réellement, même s'il y a eu quelque chose, si ces personnes peuvent apporter des preuves. Et en termes judiciaires, tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est tout un sur le problème. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais M. Sawadogo, oui, devant un journaliste, vous pouvez aussi demander aux journalistes enquêteurs qui font des investigations, on est plus à l'aise de dire certaines choses qui sont des choses secrètes, même intimes, mais dès lors qu'on dit qu'il y a un OPJ qui est devant vous, pour ce que vous avez dit, ça peut changer souvent. Hein. Vous ne pensez pas que ça peut aussi changer? C'est ce que je t'en explique. C'est-à-dire que les deux contextes ne sont même pas similaires. C'est ça aussi le problème. Parce que moi, vous êtes un journaliste, je suis en face de vous. Le tempérament que j'aurai devant vous ne sera pas la même que j'aurai le même tempérament que j'aurai devant un agent de la mairie qui me parle, puisque vous n'avez pas la même manière de parler même. Donc il y a toutes ces réalités qui sont là. Moi, je me dis que c'est pas comme l'enquête n'est pas bouclée. Si on voit vraiment refaire l'enquête, il faudra qu'on tienne compte de tous ces paramètres-là. D'accord. Merci. Donc, maintenant, pour finir, excusez-moi, 30 secondes, pour finir, est que réellement, ça veut dire que au niveau des distributions des vivres, là, il va falloir qu'on fasse une enquête réelle, notamment entre ceux qui sont les intermédiaires entre l'action sociale et les personnes déplacées, entre les intermédiaires entre les ONG et les personnes déplacées. Pour finir, vous bouclez le tout, je vais prendre un exemple. Dans la ville de Kaya, il y a un homme qui est très puissant et qui était l'intermédiaire direct entre les PDI et les ONG et le tout. Ce dernier a perçu même de l'argent sur les cash que les personnes déplacées recevaient. Il a fallu qu'un web activiste publie une information sur le 7 janvier 2021 sur cette affaire-là pour que ce dernier soit démasqué. Alors que sa pratique est peut-être connue de tous au-dessus de tous. Ah, bon, d'accord. Merci pour votre contribution. C'est également là aussi une information autre pour dire toute la difficulté. Alors, la question était à Bama, de dire est-ce qu'on peut accorder un blanc-seing? Est-ce qu'on peut faire confiance aux militaires qui sont en Guinée-Conakry? Non. Moi, je dis... Parce qu'on n'a pas oublié l'épisode d'Addis Camara qui, à un moment donné aussi... On ne donne jamais un blanc-seing à un homme, même s'il est élu démocratiquement. Et ça, on l'a vu, il y a des gens qui le montrent. Même quand on te lit, ça ne veut pas dire que tu as... D'ailleurs, c'est pourquoi souvent je ris quand je vois les réactions de certains Burkinabés qui disent non, le MPP est élu, il faut les laisser gouverner, c'est leur pouvoir, à la fin on va leur demander des comptes. Je dis non, c'est pas comme ça.
on t'élit, c'est pour faire un travail bien précis. Si tu ne le fais pas bien, on peut te balayer à tout moment. Et là, il faut attendre l'élection. Même avant l'élection, si tu exagères... C'est une démocratie électorale. Non, si tu exagères dans la corruption, dans la malgouvernance, mais c'est ce qui explique le coup d'État. C'est ça. Ça veut dire que si la démocratie n'a pas prévu des mécanismes pour pouvoir te dégager rapidement, alors que l'urgence s'impose, ben, on va utiliser un coup d'État pour te dégager. Donc, il n'y a jamais de blanc-seing dans qui que ce soit. Et ces militaires-là, moi, c'est vrai que j'ai dit que j'ai toujours soutenu ce genre de coup d'État qui viennent pour sauver des situations d'injustice. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit croiser les mains comme ça et puis s'asseoir, les regarder faire tout ce qu'ils veulent comme bon les semble. C'est pas comme ça. On va parler de dernier téléspectateur, Seydou Ouedraogo, qui appelle de Ouagadougou, sur la rentrée gouvernementale. Oui, bonjour M. Lukman, bonjour à l'ensemble des Bonjour M. Ouedraogo. Allez-y très, très rapidement parce qu'on est pris par le temps. Ok. Bon, c'est d'espérer que les ministres, en tout cas, se sont bien requinqués et qu'ils vont sérieusement retrousser les manches parce que ce qui les attend est énorme. Je vais parler surtout de la priorité qui est la question sécuritaire. Il faut vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps, la société civile a marché et l'opposition a marché quand bien même que le président du FASTO s'était exprimé sur la question et avait demandé à l'opposition de ne pas marcher, mais bon, ils sont allés au-delà de ça. Donc, c'est pour dire que c'est une question prioritaire. Aujourd'hui, je sens qu'on est en train de déployer beaucoup de forces pour la réconciliation nationale, mais vous allez voir que même si oui, cette réconciliation n'est pas tenue dans les délais qui sont prévus, vous n'allez pas voir des gens, en tout cas je ne crois pas qu'il y ait des gens qui vont marcher pour cette réconciliation, alors que la question sécuritaire, en tout cas, il y a déjà eu les preuves, il y a eu des marches. Alors donc pour moi, il faut orienter toutes ces forces sur la question de la sécurité. Maintenant, en second point, il faut, par rapport, vous savez que la saison est en train de prendre fin et bientôt, on aura les récoltes. Donc il faut se préparer aussi pour que, en fait, je vais dire, certaines structures étatiques puissent acheter surtout les vivres, les stocker en grande quantité, pour ne pas que, à un certain moment, bon, les prix puissent flamber sur le marché. Merci, M. Ouedraogo. Merci. Désolé, on est au terme de cette émission. L'intervention sur la scène politique des militaires marque, en fait, traduit l'échec de la démocratie. D'accord. On s'en tient donc à cela et merci à vous ici, sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est au terme de cette émission. J'étais donc avec Mamadou Ali Compaoré, journaliste enseignant à l'ISTIC désormais. Merci d'être revenu sur ce plateau de Presse Éco. Bama Lagui, journaliste d'investigation indépendant. Merci d'être passé. Et puis Maître Kielem Apollinaire de Tambela, avocat inscrit au barreau, président du CRIC et du Centre de recherche internationale de stratégie. Merci Maître d'être venu. Et puis enfin, Wari Fossin Consevo, conducteur média, président du SEC de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.